1902. L'existence de la stratosphère est annoncée par Léon Thyssenreich de Bort lors d'un discours à l'Académie des sciences française. Sa découverte résulte de la mise au point des ballons-sondes dont il lâchera près de 300 exemplaires. Ces travaux aideront à comprendre que l'ozone est un gaz qui absorbe le rayonnement solaire, en fait les ultraviolets. 1920, Fry Richardson, un physicien anglais, tente une première expérience de modélisation du climat à partir des seules équations de la physique, sans ordinateur bien sûr. Il n'y parvient pas et conclut qu'il aurait fallu disposer de milliers de personnes pour effectuer les calculs élémentaires nécessaires. 1947. Les expéditions destinées à effectuer les prélèvements dans les fonds marins, lesquels ont été effectués pour la première fois en 1850, connaissent deux épisodes importants: l'expédition suédoise sur l'Albatros et les expéditions américaines de Morris Ewing. Ces prélèvements ont joué un rôle majeur dans les reconstitutions des climats du passé. 1950. Julius Charney, directeur de l'Institute for Advanced Studies de l'Université de Princeton aux États-Unis, développe avec le mathématicien John von Neumann, pionnier des machines numériques, le premier modèle numérique de prédiction météorologique. Ces travaux ont permis, par la mise au point en 1946 du premier ordinateur ayant jamais existé, l'Electronic Numerical Integrator and Calculator, l'ENIAC. 1950. Création de l'Organisation météorologique mondiale, WMO pour l'acronyme anglais. 1958. Cette année, baptisée Année géophysique internationale, voit le lancement des premiers satellites, dont Explorer 1 et les suivants de la série permirent la découverte des ceintures de Van Allen et surtout le début de la mesure en continu de la concentration en gaz carbonique dans l'air à l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï, qui a permis de mettre en évidence l'augmentation de cette concentration année après année depuis lors. 1966. Des scientifiques américains réalisent le premier fourrage glaciaire au Groenland et extraient une carotte de glace de plus d'1 kilomètre de long. De nombreux autres suivront, dont ceux de Vostok en Antarctique, réalisés par une équipe américo-russo-japonaise. La partie scientifique est surtout russe et française, les Américains ayant surtout fourni la logistique. D'où sera tirée la courbe devenue célèbre sur les variations simultanées du CO2 et de la température sur 400 000 ans. Années 70 et 80. L'avènement progressif des ordinateurs et des satellites permet le développement rapide de la modélisation climatique. À cette époque, c'est l'atmosphère seule qui est modélisée. Année 1980. De nombreux programmes internationaux sur l'étude du climat sont lancés, visant à favoriser les collaborations inter-équipes et à comparer les résultats des recherches. World Climate Research Programme, WCRP, CLIMAP, étude du passé du climat, PCMDI, comparaison des modèles climatiques et bien encore d'autres. 1987. Création de l'International Panel on Climate Change, IPCC, dont la traduction française est Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le rôle du GIEC est de faire périodiquement la synthèse des travaux scientifiques concernant l'impact de l'homme sur le climat, voir page expliquant son fonctionnement en détail. 1990. Le GIEC publie son premier rapport d'évaluation qui conclut à la forte probabilité d'une influence humaine décelable sur le climat. Année 1990. Début des simulations couplant modèle climatique et modèle atmosphérique. Les premiers modèles incluant aussi la végétation apparaîtront à la toute fin de la décennie. 1992. Signature lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro de la Convention climat qui sera ratifiée par la quasi-totalité des pays du globe. Cette convention propose de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et prévoit que les parties, c'est-à-dire les signataires de la Convention climat, se réuniront à intervalles réguliers, actuellement une fois par an, pour la mise en œuvre de cet objectif. 1992. Le gouvernement français crée la mission interministérielle de l'effet de serre. 1997. Signature lors de la 3e réunion des parties du protocole de Kyoto. 1901. Le GIEC publie son 3e rapport d'évaluation. Le second a été publié en 1996. En 3 fois 800 pages. Il confirme que nos émissions massives de gaz à effet de serre vont modifier le climat et que l'élévation de température enregistrée depuis un siècle est pour une large part très probablement le début de ce processus. Le prochain rapport est prévu pour 2007. 2004, en ratifiant le protocole de Kyoto, la Russie garantit son entrée en vigueur le 16 février 2005.
En 2008, le Canada ne respecte toujours pas le protocole de Kyoto et parle même de l'abandonner avec M. Harper au pouvoir, malgré que ce soit une loi, puisque le traité a été voté au Parlement et jamais amendé. Mais qu'est-ce que le GIEC? Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est une organisation qui a été mise en place en 1988 à la demande du G7, groupe des 7 pays les plus riches, USA, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Canada, Italie, par l'Organisation mondiale météorologique et par le Programme pour l'environnement des Nations Unies. Son appellation anglaise est IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Le rôle du GIEC est d'expertiser l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le risque du changement climatique provoqué par l'homme. Comme toutes les institutions onusiennes, l'OMS par exemple, le GIEC n'est pas une association de personnes physiques, mais une association de pays. Ses membres sont des nations, non des personnes physiques. Aucun individu, et en particulier aucun chercheur, ne peut être membre du GIEC en direct. Les personnes qui siègent aux assemblées du GIEC ne font que représenter les pays membres. En pratique, à peu près tous les pays membres des Nations Unies sont membres du GIEC, 2 exceptions sont Taïwan et le Vatican. Comme bien d'autres personnes, je suppose, je serais intéressé à connaître la position du pape sur le changement climatique. Et donc, dans la pratique, quasiment tous les pays du monde sont adhérents au GIEC. Il ne s'agit donc pas d'un laboratoire de recherche, mais d'un organisme où l'on expertise et synthétise les travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. En gros, le GIEC effectue une revue de presse d'un genre très particulier. Il examine, il synthétise ce qui est publié dans la littérature scientifique sur la question de l'influence de l'homme sur le climat et par voie de conséquence sur le fonctionnement du climat avec ou sans l'homme. C'est un point important car tout chercheur travaillant dans un des domaines concernés, même quelqu'un qui tenterait de remettre en cause l'influence de l'homme sur le climat, verra ses travaux pris en compte dans le cadre des procédures d'expertise organisées par le GIEC, dès lors que cela a donné lieu à publication dans une revue scientifique. L'organe suprême du GIEC est son assemblée générale où chaque pays membre dispose d'une voix. Le Luxembourg, 450 000 habitants, y pèse donc autant que les États-Unis. C'est l'Assemblée générale qui définit le programme des travaux que le GIEC devra suivre, c'est-à-dire les domaines où il devra faire la synthèse des travaux publiés ou en cours. Et c'est elle qui approuve les publications les plus importantes, appelées rapports d'évaluation, et dont je précise l'élaboration ci-dessous. L'organe exécutif du GIEC est le bureau, comme pour une association, élu par l'Assemblée générale. Le GIEC dispose de son propre budget. Le GIEC est subdivisé en 3 groupes de travail qui ont la charge de conduire les expertises sur les travaux publiés ou en cours qui portent sur le fonctionnement physique et chimique du climat et les variations climatiques passées ou à venir. Groupe 1. Les travaux publiés ou en cours qui portent sur la vulnérabilité de la biosphère de notre système socio-économique face au risque du changement climatique. Groupe 2. Les travaux publiés ou en cours sur les scénarios d'émissions à effet de serre et la manière de réduire nos émissions. Groupe 3. À côté des rapports d'évaluation très détaillés qui sont des documents les plus importants, dites publications officielles, le GIEC fournit également des rapports plus succincts sur des points particuliers. La contribution des avions ou celle des changements d'usage des sols ou encore les risques de phénomènes brusques ou discontinus, qui ne sont pas formellement approuvés par l'AG, mais sont élaborés avec le même genre de procédure que les publications officielles. Comment se passe l'élaboration des rapports d'évaluation du GIEC? Sur la base du programme de travail décidé par l'AG pour les 3 groupes, qui consiste en fait en un sommaire prévisionnel, toutes les têtes des chapitres sont déjà prévues, d'un futur rapport à émettre, un par groupe. Le bureau du GIEC sollicite comme auteur des experts des domaines couverts, à raison de plusieurs dizaines d'auteurs par tête de chapitre. Chaque rapport nécessitera donc la contribution de plusieurs centaines de rédacteurs, sans compter ceux plus nombreux encore, qui feront part d'un avis sur les projets. L'architecture d'un rapport d'évaluation est la suivante. Chaque chapitre d'un rapport traite d'un domaine particulier. Par exemple, les propriétés physiques des gaz à effet de serre ou encore la qualité de représentation des phénomènes physiques dans les modèles, ou la variation climatique du passé, la part probable des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine dans l'augmentation des températures depuis le début du siècle, etc., etc. Et les auteurs du chapitre en question sont chargés de faire la synthèse des connaissances scientifiques sur le sujet. Ce qu'il leur est demandé n'est pas de donner un avis comme ça. Ils effectuent un long travail de compilation de tous les travaux publiés dans la littérature scientifique spécialisée ou ceux en cours dans les laboratoires de recherche. Par exemple, la tête de chapitre intitulée « Évaluation des modèles »
qui fait partie du rapport du groupe 1, est rédigé par des spécialistes de la modélisation qui analysent des centaines d'articles publiés dans la littérature scientifique sur l'évaluation des modèles. C'est-à-dire, est-ce que les modèles reproduisent correctement tel ou tel processus? La bibliographie est donnée à la fin de chaque chapitre.